Les costumes noirs font entièrement partie de la vie des différents héros de l'univers Marvel et DC pour mettre en avant un changement de caractère concernant le personnage. Une mode popularisée par le personnage de Spider-Man avec son célèbre costume symbiotique. Je vous propose donc aujourd'hui une petite vidéo où nous allons voir ensemble l'histoire de différents héros ayant adopté un jour un costume noir pour une raison ou une autre. Donc, plusieurs récits en une seule vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Nous commençons avec l'un des héros les plus emblématiques de l'univers des comics, l'incarnation même du terme super-héros, Superman. Reconnaissable à travers les époques grâce à son célèbre costume bleu, rouge et jaune, toutefois, au fil du temps, Superman a revêtu de nombreuses tenues différentes. L'une d'entre elles se distingue particulièrement aux yeux des admirateurs du personnage, le costume noir, étroitement associé à une période particulièrement sombre de son histoire. Ce costume, fortement apprécié par les fans, a d'ailleurs été remis en lumière par l'univers cinématographique de Zack Snyder. Néanmoins, dans le film, cette version noire du costume ne remplit pas du tout la fonction qu'elle possède à l'origine. Dans le film, c'est juste un costume noir. Mais pourquoi Superman a-t-il porté ce costume dans les comics en réalité? Pour le comprendre, retour en arrière. Un jour, Clark découvre l'apparition soudaine d'une entité extraterrestre dont l'unique but est de semer le chaos sur Terre, Doomsday. Dès lors, Superman tente de l'affronter. Cependant, pour la première fois, il se retrouve face à un adversaire capable de lui tenir tête, voire de le blesser mortellement. Et oui, Doomsday tire ses origines du passé de Krypton. Et comme vous le savez, tout ce qui vient de là-bas peut tuer Superman. Leur affrontement d'une intensité exceptionnelle ravage littéralement Metropolis, chaque coup porté causant des destructions considérables partout en ville. C'est l'une des rares fois où Superman va se déchaîner complètement jusqu'à vouloir tuer son adversaire pour l'arrêter. Malgré la force hors du commun de Superman, Doomsday ne lui laisse aucun répit ni de véritable espoir de survie. Pourtant, au fil du combat, la situation finit par s'équilibrer progressivement et l'homme d'acier parvient finalement à mettre la bête en difficulté. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il doit être aussi féroce que lui pour le battre. Et alors que tous deux atteignent les limites extrêmes de leur corps, une ultime confrontation d'une rare violence éclate, faite d'échanges de coups puissants et acharnés. Les assauts de Doomsday, d'une violence et force inouïes, mais surtout accentués par des griffes osseuses, mettent Clark à rude épreuve. Pour dire, à chaque impact, il avoue être à deux doigts de perdre connaissance. Néanmoins, malgré la douleur et la fatigue, il parvient à riposter, assénant à son tour de violents coups à la créature. C'est un déchaînement de violence. Le combat s'étire dans le temps, chacun d'eux balance tout ce qu'il a à l'autre. Finalement, Clark réussit à porter le coup fatal, terrassant définitivement Doomsday. Cependant, entièrement épuisé et grièvement blessé par l'affrontement, il s'effondre à son tour dans les bras de Lois devant le monde entier. Ce jour-là, marqué par le sacrifice ultime du héros, restera gravé dans les mémoires comme celui de la mort de Superman. Le monde entier pleure la disparition de Superman, dont la dépouille est finalement inhumée avec les honneurs. Toutefois, quelque temps après cette tragédie, 4 individus émergent, chacun revendiquant le droit d'endosser l'héritage et de devenir le nouveau Superman. Nous avons Steel, un humain avec une armure de métal, Cyborg Superman, Superboy, un clone créé à partir de l'ADN de Superman, et enfin l'Éradicateur, une arme kryptonienne vivante. C'est d'ailleurs ce dernier, animé par le désir de s'approprier le corps de Superman et faire revivre le peuple de Krypton, découvre que l'âme de Clark demeure intacte, bien que son corps physique soit apparemment mort. Renonçant alors à son plan initial, l'Éradicateur façonne un corps artificiel à l'image de Superman tout en plaçant la dépouille réelle de ce dernier dans un caisson kryptonien de régénération, alimenté par l'énergie solaire dans l'espoir de restaurer peu à peu ses forces vitales pour ensuite posséder son corps. Et c'est quelque temps plus tard, alors que le chaos règne à travers Metropolis en raison de l'affrontement entre les 4 prétendants au titre de Superman, chacun cherchant à s'imposer comme le véritable héritier, que Clark se réveille enfin. Il émerge de son long sommeil vêtu de la fameuse tenue noire. Conçue spécifiquement pour favoriser la récupération de Superman, elle est dotée de propriétés lui permettant d'absorber plus efficacement l'énergie solaire nécessaire à la régénération progressive de ses cellules. Et oui,
Revenu d'entre les morts, Clark a temporairement perdu ses capacités surhumaines et il ne peut plus voler, sa force physique et son invulnérabilité ont disparu. Des choses qui le contraignent de combattre avec des moyens plus conventionnels. Il se résout notamment à manier des armes afin de faire face à ses adversaires. Le costume noir est également équipé de propulseurs intégrés au bot, lui permettant de se déplacer dans les airs en attendant que ses pouvoirs lui soient entièrement restitués grâce à l'énergie solaire absorbée et stockée dans sa combinaison. Et oui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le costume noir n'est pas toujours synonyme de basculement dans le côté obscur. Une fois ses pouvoirs retrouvés, il délaisse son costume noir afin de revêtir à nouveau son costume classique. Néanmoins, cette tenue noire continuera de faire quelques apparitions, notamment lors du dernier grand événement de l'univers DC. Dans celui-ci, Amanda Waller, fidèle à ses intentions récurrentes d'éliminer les justiciers, s'allie à Failsafe et à la Reine Brainiac pour dérober les pouvoirs de l'ensemble des méta-humains sur Terre, y compris ceux des membres de la Justice League, parmi lesquels figure Superman. Et dans l'espoir de retrouver rapidement ses capacités, ce dernier revêt alors une nouvelle fois le costume noir, plus adapté à l'absorption de l'énergie solaire et du retour rapide de ses capacités. Par ailleurs, une autre incarnation de Superman émerge, arborant ce même costume noir, accompagné cette fois-ci d'une barbe. Toutefois, cette version de la tenue ne possède aucune propriété régénérative. Elle est utilisée uniquement dans le but de lui permettre d'agir en tant que justicier dans l'ombre et ainsi de ne pas se faire remarquer. Quoi qu'il arrive, la vraie tenue noire permet à Superman de mieux absorber l'énergie solaire. Les autres tenues noires que vous voyez sur lui, elles sont juste là pour le style. Il est impossible d'évoquer le costume noir sans mentionner le héros qui l'a véritablement popularisé dans l'univers des comics, Spider-Man. Lorsqu'il est question de cette tenue iconique, la plupart des fans se tournent immédiatement vers le film Spider-Man 3. Toutefois, cette association, largement médiatisée, a contribué à brouiller la compréhension de l'origine réelle du costume noir. Beaucoup de personnes ignorent les véritables origines de cette tenue, plus encore ce qu'elle devient une fois séparée de Peter Parker, puis lorsque le symbiote s'unit à Eddie Brock pour devenir Venom. Tout commence à l'époque de l'événement Secret Wars. Précision importante, il s'agit de la toute première version de cet événement paru en 1984 et non la réinterprétation plus récente mettant en scène Fatalis, qui est d'ailleurs 1000 fois mieux que la version 84. À cette époque, l'ensemble des héros et des vilains de l'univers Marvel sont transportés sur une planète artificielle nommée Battleworld, créée par une entité cosmique toute puissante connue sous le nom du Beyonder. Le but de ce dernier est très simple. Opposer les forces du bien à celles du mal dans une confrontation totale afin de déterminer par la violence laquelle des deux incarne la véritable supériorité. Et alors que les héros affrontent un groupe de vilains, Spider-Man ressort de l'affrontement avec un costume endommagé. À l'issue du combat, Hulk et Thor orientent Peter vers une machine dont ils affirment qu'elle est capable de restaurer toute tenue ou armure par la seule force de la pensée. Cependant, Peter commet une erreur et active la mauvaise machine, libérant ainsi, à son insu, un symbiote jusqu'alors contenu. Ignorant la véritable nature de cette entité, Peter la manipule, mais celle-ci s'attache à lui aussitôt, lui conférant ainsi le célèbre costume noir. Voilà comment il obtient cette tenue. De retour sur Terre, le comportement de Peter connaît un profond bouleversement. Il devient considérablement plus fort sur le plan physique, mais adopte une aptitude de plus en plus toxique et agressive. Il va même tromper entre guillemets Mary Jane avec Felicia Hardy. Plus inquiétant encore, il s'aperçoit que le costume utilise son corps durant son sommeil pour combattre en ville de manière très violente. Peu à peu, Peter prend conscience de l'influence néfaste que cette entité exerce sur lui et sur ses proches. Il décide de solliciter l'aide de Reed Richards. Ce dernier procède à une analyse approfondie du costume et découvre qu'il s'agit en réalité d'un organisme vivant. Déterminé à s'en débarrasser, mais incapable d'y parvenir seul, Peter finit par être libéré de l'emprise du symbiote grâce à l'intervention conjointe de Reed et Johnny Storm. Cependant, le symbiote parvient quelque temps plus tard à s'échapper du laboratoire de Reed Richards. Il retrouve rapidement Peter et le surprend alors que ce dernier enfile son costume classique, le liant de nouveau à Spider-Man contre la volonté de ce dernier. Et tandis qu'il tente désespérément de s'en libérer, Peter est soudainement attaqué par un groupe de vautours. Sans choix, il s'efforce de combattre à la fois ses assaillants et l'influence du symbiote.
Au cours de l'affrontement, l'un des vautours le projette violemment dans le clocher d'une église. C'est alors que Peter découvre que le symbiote se révèle particulièrement vulnérable au son strident. Soumis au son assourdissant de la cloche, le symbiote finit par se détacher douloureusement du corps de Peter avant de prendre la fuite, le laissant enfin en paix. C'est d'ailleurs cette scène venant de ce comics qui a été adaptée dans le 3e film de la franchise de Sam Raimi. Et ensuite, comme vous le savez, le symbiote se liera à un nouvel hôte, Eddie Brock, donnant ainsi naissance à Venom. Malgré tout, bien que séparé du costume symbiotique, Peter remettra à nouveau un costume noir, cette fois-ci par contre dépourvu de symbiote, donc sans aucune influence néfaste, conçu spécialement pour lui par Felicia Hardy. Et à partir de là, il choisira de l'utiliser uniquement lors des périodes les plus sombres de sa vie, comme lorsque Tante May s'est fait tirer dessus, ou contre Kraven. Mais dites-vous que lorsque Peter enfile ce costume, la première pensée qui lui vient en tête, c'est de tuer la personne en face de lui. Cela peut en effet surprendre, surtout pour un personnage aussi ténébreux que lui et surnommé le Chevalier Noir, mais Batman ne porte pas dans les comics de tenue noire, mais le plus souvent un costume gris plus ou moins foncé accompagné d'une cape noire ou bleue. Cependant, un jour, après avoir combattu aux côtés de la Ligue contre diverses entités cosmiques venues de l'espace, une inquiétude émerge. En tant qu'humain, Bruce Wayne demeure vulnérable et pourrait à tout moment périr face à de telles menaces. Conscients de cette fragilité, les membres de la Ligue se réunissent dans le but de concevoir une armure spécialement dédiée à Batman, pensée pour le protéger face aux périls les plus extrêmes. Tout d'abord, Superman, à l'aide du marteau du forgeron divin Héphaïstos, forge l'armure au cœur même du soleil. Par la suite, Green Lantern, grâce au pouvoir de son anneau, confère à l'armure la capacité de voler. De son côté, Flash y insuffle la force véloce. Cyborg, quant à lui, conçoit une intelligence artificielle avancée et intègre une multitude de dispositifs technologiques et de gadgets. Et enfin, Wonder Woman et Aquaman unissent leurs forces afin d'en renforcer la résistance, atteignant un niveau de durabilité rarement égalé. Ainsi naît l'armure sombre connue sous le nom de Hellbat, la plus puissante jamais portée par Batman, créée sous l'union des membres de la Justice League. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous raconter l'histoire liée à cette armure parce que la prochaine vidéo sera justement sur cet événement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette armure, Batman a tenu tête à Darkseid en personne et est même parvenu à le surpasser à lui seul. Bon, en réalité, je suis un peu mauvaise langue. Batman a déjà eu une fois dans ses aventures une tenue qu'on peut qualifier d'entièrement noire. Une tenue faisant partie de ses débuts en tant que super-héros. Mais il n'y a pas d'histoire liée à cette tenue à raconter. Je pourrais aussi parler des autres versions de Batman comme Terry McGuinness et sa fameuse tenue Beyond, mais j'ai envie de rester sur Bruce Wayne. Ah, notre cher démon de Hell's Kitchen, reconnaissable entre tous grâce à son emblématique costume rouge. J'aime véritablement les différentes tenues que Daredevil a eues au fil de ses aventures, notamment le costume blanc, mais surtout celui de King Daredevil, avec la barbe. Daredevil est véritablement un justicier d'exception, mais un jour, il a basculé, on peut le dire, du côté obscur. Comme bien souvent, au cours de ses aventures, Daredevil se retrouve confronté à une organisation redoutable, la Main. Il s'agit d'un ancien groupuscule de ninjas aux pratiques surnaturelles à base de résurrection, vouant un culte à une entité maléfique appelée la Bête. Et justement, durant ses aventures, la Main souhaite très souvent corrompre Matt pour qu'il devienne l'un des dirigeants du groupe, parce que selon eux, c'est une sorte d'élu, etc. Mais bien sûr, Matt refuse. Cependant, avec le temps, l'influence néfaste et grandissante de la Main devient trop dangereuse pour être ignorée. Le caïd, retiré de la vie criminelle à ce moment-là, fait alors son retour à New York, animé par un désir de vengeance. Les dirigeants de la Main s'en sont pris à ses proches, et il entend bien les éliminer pour prendre le contrôle de l'organisation. Dans cette optique, Wilson Fisk décide de faire alliance avec Matt Murdock afin de lutter contre cet ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Toutefois, au terme de leur collaboration, le caïd parvient à assassiner l'un des chefs de la Main, souhaitant s'emparer de sa position de leader. Refusant catégoriquement de laisser Fisk diriger la Main, ce qui plongerait la ville dans le chaos, Matt se résout à l'affronter.
Il prend alors une décision lourde de conséquences, il accepte de rejoindre la main, déterminé à en changer la nature de l'intérieur, mais surtout pour éviter que Fisk n'en prenne le contrôle. Un peu plus tard, alors qu'il est à la tête des Dark Avengers, Norman Osborn ordonne à Bullseye d'éliminer Daredevil. Lors de leur affrontement, fidèle à son principe de ne pas ôter la vie, Matt refuse de tuer son adversaire. Pourtant, il assiste impuissant à la destruction d'un immeuble provoqué par Bullseye, causant la mort tragique de 107 personnes. Profondément choqué par cet acte et en proie au doute, Matt commence à s'interroger. Et si tuer était parfois la seule option pour empêcher le mal? Porté par cette remise en question, il cesse d'utiliser la main pour simplement combattre le crime. Il se sert désormais de l'organisation pour bâtir une immense prison à ciel ouvert dans une partie de New York, un territoire régi exclusivement par ses propres règles où il fait appliquer sa justice sans compromis. Observant la lente descente de Matt vers les ténèbres, la main prend la décision, dans le plus grand des secrets, de le corrompre définitivement. Par le biais de rituels occultes, ils invoquent l'esprit de la bête, entité maléfique qu'ils vénèrent, et celle-ci finit par prendre possession de Daredevil. Sous l'influence de la bête, Matt adopte alors une toute nouvelle tenue, bien plus sombre qu'auparavant, symbolisant sa vision désormais obscurcie et implacable du monde. Cette transformation atteint son paroxysme lorsqu'il choque profondément ses alliés comme ses ennemis en s'attaquant à Bullseye avant de l'exécuter de sang-froid. Désormais sous l'emprise de la bête et guidé par une vision profondément sombre du monde, Matt Murdock devient peu à peu une menace pour la ville qu'il a pourtant longtemps protégée. Animé par une volonté de domination, il cherche désormais à imposer son autorité sur New York. Si ça vous dit, ce serait avec plaisir de vous raconter l'histoire complète de cet événement. Les commentaires sont là pour ça. Bon, ok, là je triche un peu avec celui-ci, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire qui a mené à la création de cette nouvelle armure pour Iron Man. Il s'agit de la marque 42, qui se distingue énormément des autres, notamment par un coloris inédit, noir et or. Il n'y a pas d'histoire tragique comme les héros précédents, je voulais juste en parler parce que c'est l'une de mes favorites. Malgré tout, cette armure intègre les technologies les plus avancées développées par Tony, notamment la technologie du métal liquide. Celle-ci permet à l'armure de passer d'un état solide à un état liquide, facilitant ainsi son déploiement et son adaptation à diverses situations. De plus, elle est dotée de plusieurs arcs réacteurs répartis sur l'ensemble du corps. Le résultat confère à Tony une allure menaçante dont personnellement je suis très fan. De plus, c'est tout de même une armure qu'il va garder pendant un long moment. Mais bon, pour ne pas vous sentir arnaqué, j'ai tout de même autre chose avec un autre héros. Nous nous trouvons au cœur de l'événement majeur connu sous le nom de la guerre de Darkseid. Durant ce conflit titanesque, Darkseid affronte l'Anti-Monitor, l'un des êtres les plus redoutables et puissants de l'univers d'ici. Leur affrontement, d'une violence inouïe, touche au bout d'un moment la Terre, plongeant le monde dans le chaos. De leur côté, malgré tous leurs efforts, les différents membres de la Ligue ne parviennent ni à stopper la guerre, ni à vaincre un Darkseid plus redoutable que jamais. Malgré tout, même avec ses pouvoirs colossaux, Darkseid se révèle incapable de vaincre l'Anti-Monitor. Il décide alors de faire appel à une entité sombre et terrifiante, le Black Racer, incarnation de la mort elle-même dans l'univers d'ici, qu'il invoque pour renverser le cours de la bataille. Alors que Darkseid, désormais accompagné de la mort, commence progressivement à inverser le cours de la bataille, l'Anti-Monitor, acculé et proche de la défaite, prend une décision désespérée. Il s'empare de Barry Allen et détourne la force Veloce à ses propres fins. Il projette ainsi Flash à une vitesse inouïe en direction du Black Racer. Le choc est d'une telle intensité que la mort, à son insu, prend possession du corps de Barry. Les deux fusionnent. Ce dernier devient alors la nouvelle incarnation de la mort elle-même. Il renaît sous une forme inédite, à l'apparence ténébreuse, le dieu de la mort. Flash, désormais possédé et dominé par la mort, traverse le champ de bataille à une vitesse fulgurante et, sans le moindre effort apparent, transperce Darkseid, le tuant sur le coup. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive dans l'univers des comics d'ici. Darkseid tué aussi facilement et rapidement. Hélas, comme c'est souvent le cas avec DC, de couper toutes les bonnes choses, l'esprit de la mort commence progressivement à corrompre le corps de Barry Allen.
Conscient du danger que représente cette influence grandissante, Barry mobilise toutes ses forces pour s'en libérer, redevenant ainsi simplement Flash. Même si ça ne dure pas longtemps, il faut bien avouer que cette nouvelle forme de Flash est vraiment classe. J'aurais pu aussi parler du Black Flash, mais comme ce n'est pas Barry Allen, ça compte pas trop. Allez, cette fois-ci, c'est véritablement terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que le concept vous a plu de voir plusieurs personnages avec un changement d'identité visuelle important, notamment les tenues noires. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni, et dites-moi dans les commentaires quelle est votre tenue favorite parmi toutes celles qui ont été vues dans la vidéo. Personnellement, j'ai un petit faible quand même pour le Daredevil et le Flash, dieu de la mort. Même si le Spider-Man, c'est un OG, c'est un classique, c'est le père des tenues noires. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'or.